Bonjour à tous. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache réellement sous les sommets majestueux des Alpes, au-delà des tunnels routiers et des galeries hydroélectriques que nous connaissons tous? Avez-vous déjà prêté l'oreille à ces rumeurs persistantes, murmurées dans les villages isolés, concernant une activité bien plus secrète, bien plus vaste, enfouie au cœur même de la roche? C'est une question qui m'obsède depuis des années, une interrogation née d'un fragment d'histoire entendu au coin du feu lors d'un hiver rigoureux dans le Valais. L'histoire parlait d'une base, pas un simple bunker ou un dépôt de munitions, mais un complexe souterrain tentaculaire, une véritable ville sous la montagne, un projet militaire d'une ambition défiant l'imagination. On l'appelle de divers noms, souvent chuchotés, le sanctuaire, projet Cerbère, ou plus simplement, la fourmilière. Le mythe, car c'en est un officiellement, prend racine dans le terreau fertile de la guerre froide et du concept bien réel du réduit national suisse, cette stratégie de défense consistant à se retrancher dans une forteresse alpine imprenable. Mais les récits locaux dépassent de loin le cadre des fortifications connues et aujourd'hui parfois ouvertes au public. Ils parlent de convois militaires nocturnes, transportant des équipements aux formes étranges sous des bâches épaisses, s'engageant sur des routes forestières qui ne mènent nulle part pour ne jamais en revenir. Ils évoquent des tremblements de terre localisés, brefs et réguliers, que les sismographes officiels n'enregistrent jamais, ressentis uniquement par les habitants des hameaux les plus reculés. On raconte aussi des histoires de randonneurs ou de chasseurs égarés, tombant par hasard sur des grilles d'aération massive dissimulées en affleurements rocheux ou sur des portes blindées incrustées dans la paroi qui disparaissent le lendemain, le paysage ayant été méticuleusement restauré comme si de rien n'était. La plupart de ces témoignages sont vagues, transmis de génération en génération, se colorant au passage de folklore et d'exagération. Facile donc de les balayer d'un revers de la main, de les classer au rang des légendes montagnardes, aux côtés du Dahu et des esprits de la forêt. Pourtant, en creusant un peu, en recoupant les récits provenant de différentes vallées, parfois distantes de plusieurs centaines de kilomètres, des schémas émergents. La zone d'intérêt se dessine, un triangle approximatif entre les Alpes bernoises, le massif du Gothard et certaines parties reculées du Valais. Une région stratégique, un château d'eau et un carrefour au cœur de l'Europe. Mon enquête a commencé là, non pas comme une quête de vérité absolue, mais comme un travail de journaliste, une tentative de démêler le fil du réel de celui du fantasme. Je me suis plongé dans les archives, j'ai épluché les rapports de construction des grands barrages, des tunnels ferroviaires, cherchant des anomalies, des budgets inexplicablement gonflés, des chantiers ayant duré bien plus longtemps que prévu. Les premières découvertes furent minces, mais troublantes. Des expropriations massives de terrain par l'armée dans les années 50 et 60 pour des motifs de sécurité nationale jamais explicités. Des rapports géologiques commandés par le département de la Défense sur la stabilité de massifs entiers, bien loin de toute infrastructure connue. Des photographies aériennes d'époque, déclassifiées, où un œil attentif pouvait déceler des campements de travail dans des zones d'une hostilité et d'une inaccessibilité totale. Des campements qui n'apparaissaient sur aucune carte officielle. Ces éléments, pris isolément, ne prouvaient rien. Mais, mis bout à bout, ils commençaient à peindre le portrait d'un effort colossal mené dans le secret le plus absolu, à une échelle qui dépassait de loin la simple construction de quelques forts d'artillerie. La question n'était plus seulement « la base existe-t-elle ?» mais « quelle était, ou quelle est encore, son étendue et sa fonction ?» S'agissait-il d'un simple vestige de la paranoïa de la guerre froide, un gigantesque tombeau de béton et d'acier aujourd'hui abandonné,
Ou bien ce cœur secret des Alpes bat-il encore, abritant des activités dont nous ne savons rien? Je vous invite à me suivre dans ce labyrinthe de pierres et de silence, à la recherche de réponses. Partagez dans les commentaires si vous avez vous-même entendu des échos de ces histoires dans votre région. Pour comprendre la genèse d'un tel projet, il faut remonter le temps et se plonger dans la psyché d'une Europe traumatisée par 2 guerres mondiales et figée dans la peur nucléaire. L'idée d'une forteresse alpine n'est pas nouvelle. Le général Guisan l'avait formalisée avec le concept du réduit national en 1940. L'objectif était simple: abandonner le plateau suisse en cas d'invasion et concentrer l'armée et le gouvernement dans les Alpes, transformés en un bastion imprenable. De cette époque datent de nombreuses fortifications, dont certaines, comme le fort de Sasso da Pigna au Gothard, sont aujourd'hui des musées. Mais ce que j'ai commencé à découvrir allait bien au-delà. Mon premier contact significatif fut un ancien colonel du génie militaire, un homme que nous appellerons Frédéric, que j'ai retrouvé après des mois de recherche indirecte. Il vivait retiré dans un chalet surplombant le lac de Thun, entouré de livres d'histoire et de cartes topographiques. Au début, il fut d'une méfiance glaciale. Il a nié en bloc, parlé de fantasmes de journalistes. Mais j'avais apporté avec moi des copies de certains documents que j'avais exhumés, des plans de rationnement d'acier et de ciment pour le chantier G17, un nom de code qui n'apparaissait nulle part ailleurs, datant de 1958, avec des quantités astronomiques qui auraient pu servir à construire 3 barrages de la taille de la Grande Dixence. Lentement, la glace s'est brisée. Frédéric, sans jamais admettre explicitement l'existence d'une base, a commencé à parler du contexte. Il a décrit la doctrine post-nucléaire des années 50. La peur n'était plus une invasion conventionnelle, mais une annihilation atomique. Un gouvernement, un commandement militaire, une partie de l'industrie stratégique et même des archives nationales devaient pouvoir survivre à une première frappe et continuer à fonctionner pendant des mois, voire des années, en autarcie complète. Les bunkers existants étaient des abris à court terme, me dit-il. Le projet auquel il avait été associé, dans sa jeunesse, était d'une autre nature. Il ne l'a jamais nommé. Il parlait de l'infrastructure. Il m'a expliqué les défis techniques. Pour abriter des milliers de personnes, il ne suffisait pas de creuser des tunnels. Il fallait une source d'énergie autonome et indétectable. Il a murmuré l'hypothèse d'un réacteur nucléaire expérimental de conception suisse, refroidi par les eaux souterraines. Il fallait des systèmes de renouvellement de l'air capables de fonctionner pendant des années, des réserves d'eau et de nourriture colossales, et surtout, des moyens de communication inviolables. Il m'a parlé de la technologie du forage à pleine section, des tunneliers géants qui n'étaient alors qu'à leur balbutiement, mais que l'armée, selon lui, aurait pu développer en secret avec des entreprises spécialisées sous le sceau de la défense nationale. Il a évoqué le problème du déblai. Comment évacuer des millions de mètres cubes de roches sans éveiller les soupçons? Sa réponse fut d'une simplicité désarmante. On ne les évacue pas toujours. On les concasse et on les stocke dans des cavités naturelles existantes ou dans des galeries creusées à cet effet. Ou mieux encore, on les intègre au béton des grands chantiers publics de l'époque. L'idée était vertigineuse. Le béton du barrage voisin, les fondations de cette autoroute qui traverse la vallée. Contenait-il littéralement les entrailles de la montagne, les preuves d'un chantier secret? Frédéric est devenu plus précis sur un point: la compartimentation. Les équipes ne travaillaient que sur des sections isolées. Un ingénieur en ventilation ne savait rien des travaux sur la source d'énergie. Les ouvriers d'un tunnel est ignoraient tout du tunnel ouest.
Personne, à l'exception d'un état-major ultra restreint, n'avait la vision d'ensemble. Le secret était garanti par la structure même du travail. Avant de me congédier, il m'a donné un dernier indice, presque malgré lui. Il a pointé du doigt, sur une de ses cartes, une région très spécifique, un massif peu connu à la frontière de 2 cantons. À l'époque, dit-il, on a eu d'énormes problèmes avec une nappe phréatique à très haute température. On a dû dévier une galerie entière. Les géologues parlaient d'une anomalie géothermique unique. Cherchez les anomalies. La nature ne ment jamais. Cet entretien a transformé ma quête. Je n'étais plus à la poursuite d'une légende, mais sur la piste d'un projet d'ingénierie plausible, quoique démesuré. Le témoignage de Frédéric, même partiel et prudent, donnait une colonne vertébrale de réalisme à la rumeur. Je savais maintenant où chercher. Non pas une porte, mais les cicatrices laissées sur la montagne par un chantier titanesque. Armé de l'indice de Frédéric sur l'anomalie géothermique, j'ai concentré mes recherches sur une vallée reculée, un cul-de-sac où la route principale se termine en un petit parking pour randonneurs. La région est connue pour sa beauté sauvage et ses sentiers escarpés. Officiellement, il n'y a rien ici. Pas d'industrie, pas d'installation militaire, juste quelques fermes d'alpage et une nature préservée. C'est le camouflage parfait. J'ai passé plusieurs semaines à explorer la région, prétextant une passion pour la géologie et la botanique. J'ai parlé aux rares habitants, des gens taiseux, habitués à la solitude. Quand j'évoquais les vieilles histoires de travaux militaires, la plupart souriaient poliment ou changeaient de sujet. Mais un vieil agriculteur, après notre 3e rencontre, m'a confié à mi-voix. Mon père disait toujours que la montagne gronde parfois, même quand le temps est clair. Pas un grondement de tonnerre, un grondement qui vient de l'intérieur. Mon premier objectif était de trouver une preuve physique, même infime. Je me suis équipé de cartes topographiques détaillées au 1/25 000, d'un GPS et de jumelles puissantes. Je cherchais ce que Frédéric appelait les signatures, des traces d'activité humaine là où il ne devrait y en avoir aucune. Après des jours de marche infructueuse, j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur les photos satellites que j'avais étudiées. Sur un versant nord, très abrupt et boisé, une ligne de végétation semblait différente. Les conifères y étaient plus jeunes, moins denses, comme si la zone avait été déboisée puis replantée il y a une 30aine d'années. Cette ligne suivait une courbe de niveau presque parfaite sur plusieurs centaines de mètres, une régularité suspecte en milieu naturel. Il m'a fallu une journée entière pour atteindre la zone. L'accès était difficile, sans sentier. En progressant à travers les jeunes sapins, mes pieds butaient constamment contre des obstacles cachés sous la mousse et les aiguilles. En dégageant le sol, j'ai découvert des blocs de béton. Pas des rochers, mais des cubes de béton armés, fracturés et partiellement recouverts par la nature. Ils étaient alignés. C'étaient les vestiges d'une ancienne voie de service, probablement une voie ferrée de type Décauville, utilisée pour les chantiers. Elle menait vers le cœur du massif. Le cœur battant, j'ai suivi cette trace fantôme. La pente devenait de plus en plus raide. La voie s'interrompait brutalement devant une paroi rocheuse quasi verticale. C'était une impasse. J'étais sur le point de rebrousser chemin, déçu, quand un détail a attiré mon attention. À environ 20 mètres au-dessus de moi, sur la paroi, la couleur de la roche était subtilement différente sur une surface carrée d'environ 2 mètres de côté. La texture était plus lisse et il n'y avait presque pas de lichen, contrairement au reste de la falaise. C'était impossible à atteindre sans équipement d'escalade. Je suis revenu le lendemain avec des jumelles stabilisées et un téléobjectif. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Ce n'était pas de la roche,
C'était un panneau composite, conçu pour imiter la pierre avec une perfection stupéfiante. Sur l'un des bords, à peine visible, il y avait une fine ligne de jointure et ce qui ressemblait à une tête de boulon hexagonale, peinte de la même couleur que la roche. Ce n'était pas une porte. C'était trop haut, trop petit. Une bouche d'aération? Une sortie de secours? Une trappe d'accès technique? Alors que j'observais, j'ai senti une vibration sourde monter du sol, très faible, durant à peine quelques secondes. Le grondement dont le vieil agriculteur m'avait parlé. Il ne venait pas de la paroi, mais de très, très profond sous mes pieds. J'ai pris des centaines de photos, mais je savais qu'elles ne prouveraient rien de concluant pour un non-initié. C'était une anomalie, une pièce de puzzle. En redescendant vers la vallée, j'ai croisé 2 hommes en tenue de randonnée civile, mais avec une coupe de cheveux et une posture qui criait le militaire. Ils ne m'ont pas salué, mais leurs yeux m'ont suivi jusqu'à ce que je disparaisse. Ils ne m'onteignent pas, ils semblaient simplement être là. Coïncidence? Peut-être. Mais dans cette vallée silencieuse, les coïncidences semblaient de plus en plus rares. J'avais ma première preuve tangible. Il y avait bien quelque chose derrière cette roche. Le mythe avait désormais un ancrage physique. La question était, comment aller plus loin sans se mettre en danger? L'étape suivante devait être plus humaine. Il me fallait trouver quelqu'un qui avait franchi cette porte, ou une autre semblable. La découverte de la trappe camouflée a marqué un tournant. Je possédais une preuve matérielle, mais elle était statique et muette. Pour donner vie à ce béton et à cet acier, il me fallait une voix, un témoignage direct. Retrouver des ouvriers ou des ingénieurs du projet initial semblait presque impossible. Beaucoup devaient être décédés, et les survivants, liés par le secret défense, ne parleraient probablement jamais. J'ai donc changé de stratégie. J'ai cherché leurs enfants. J'ai passé des mois à éplucher les archives des journaux locaux des années 60 et 70, cherchant les avis de décès d'hommes ayant travaillé comme ingénieurs civils, géomètres ou mineurs pour le compte de grandes entreprises de construction nationale, mais qui avaient résidé de manière temporaire près de la zone d'intérêt. C'était un travail fastidieux, une recherche d'aiguilles dans une botte de foin. Finalement, j'ai trouvé une piste. Un certain Marco Bianchi, un ingénieur tessinois spécialisé en forage, décédé en 1988. L'avis mentionnait qu'il avait passé près de 15 ans sur les grands chantiers alpins et laissait derrière lui une fille, Hélène, devenue professeure d'histoire dans un gymnase de Lausanne. Je l'ai contacté, avec beaucoup de précautions. Je me suis présenté comme un historien, travaillant sur les grands projets d'infrastructure de la guerre froide. Au début, elle était polie, mais distante. Son père, disait-elle, ne parlait jamais de son travail. C'était un homme secret, souvent absent. Mais lorsque j'ai mentionné le nom de code que j'avais trouvé, Chantier G17, j'ai senti un changement dans sa voix. Nous nous sommes rencontrés. Hélène était une femme intelligente et mesurée. Elle m'a raconté ses souvenirs d'enfance. Son père partait pour des missions de plusieurs semaines. Il ne disait jamais où il allait, seulement en montagne. Il revenait épuisé, les mains abîmées, avec un regard lointain. Il y avait une règle à la maison, m'a-t-elle confié. Ne jamais poser de questions sur le travail de papa. Ma mère disait qu'il construisait l'avenir du pays et que c'était un secret important. Elle se souvenait de détails étranges. Son père n'était jamais payé par son entreprise de construction, mais recevait son salaire via un compte obscur d'une administration fédérale à Berne. Une fois,
Il était rentré avec une légère brûlure à l'avant-bras, expliquant qu'il y avait eu une fuite de vapeur chaude. Mais Hélène se rappelait que le médecin de famille, un ami, avait eu l'air très préoccupé et avait parlé à voix basse de radiation avec sa mère. L'incident fut vite étouffé. Le témoignage le plus frappant concernait le stress psychologique. Vers la fin de sa carrière, a dit Hélène, les larmes aux yeux, il est devenu paranoïaque. Il vérifiait les serrures, pensait qu'on l'écoutait. Il parlait dans son sommeil de pression énorme, de la roche qui vit, de la grande nuit. Il disait qu'ils avaient creusé trop profond, qu'ils avaient réveillé quelque chose. Je pensais que c'étaient des cauchemars liés au travail de mineur, le stress post-traumatique. Après la mort de son père, en rangeant ses affaires, elle avait trouvé une petite boîte en plomb dans son atelier. À l'intérieur, il y avait un objet étrange, un petit cylindre de métal gris, incroyablement dense, parfaitement lisse, froid au toucher. Il n'y avait aucune inscription, aucune marque. Il semblait absorber la lumière. Intriguée, elle l'avait fait analyser des années plus tard, discrètement, par un collègue physicien. Le résultat était déroutant. C'était un alliage de tungstène et d'un autre métal qu'il n'avait pu identifier, avec des traces d'isotopes rares, normalement associés aux réacteurs nucléaires ou à des applications aérospatiales. L'alliage possédait des propriétés de blindage contre les radiations bien supérieures à celles du plomb. Hélène m'a autorisé à photographier l'objet. Ce petit cylindre était une pièce à conviction bien plus puissante que ma trappe dans la montagne. Il était la preuve d'une technologie avancée, d'un environnement de travail dangereux, et corroborait l'hypothèse de Frédéric sur une source d'énergie nucléaire souterraine. Le témoignage d'Hélène a donné une dimension humaine, tragique, au projet. Ce n'était plus seulement une merveille d'ingénierie, mais aussi une machine à broyer les hommes, à les isoler et à les consumer par le secret. Je comprenais maintenant que cette base, si elle existait, n'était pas seulement une construction militaire, mais un projet de société secret, avec des implications financières, technologiques et humaines qui dépassaient tout ce que j'avais imaginé. Mes recherches m'ont ensuite orienté vers les archives financières fédérales à la recherche de ces comptes obscurs. C'est là que les choses ont commencé à devenir vraiment compliquées. Les témoignages humains et les preuves physiques dessinaient les contours d'un projet plausible, mais l'échelle restait insaisissable. Comment une telle entreprise avait-elle pu être financée et construite sans laisser de traces plus évidentes? La clé, m'avait dit Frédéric, était de chercher les anomalies. Inspiré par ce conseil, j'ai décidé de soumettre mes données à un expert indépendant, loin des cercles militaires ou gouvernementaux. J'ai pris contact, via un intermédiaire crypté, avec un géophysicien et sismologue britannique de renom, le Dr Alistair Finch, connu pour son esprit iconoclaste et son travail sur la détection de tests nucléaires souterrains. Je lui ai présenté mon dossier comme une hypothèse de travail pour un roman de fiction, afin de ne pas l'effrayer et de garantir son objectivité. Je lui ai fourni les coordonnées de la zone, les rapports géologiques déclassifiés que j'avais trouvés, l'emplacement de ma trappe et surtout les récits de ces grondements réguliers. Finch fut d'abord sceptique, mais la curiosité l'emporta. Son analyse, qu'il m'a livrée quelques semaines plus tard dans un rapport détaillé, a dépassé toutes mes espérances. Premièrement, il a confirmé que la géologie du massif se prêtait exceptionnellement bien au creusement de vastes cavités stables. Le type de granit présent, particulièrement dur et non poreux, était idéal. Deuxièmement, il a été intrigué par l'anomalie géothermique mentionnée par Frédéric. Selon les données publiques,
La température du sous-sol dans cette zone précise était anormalement élevée. Finch a émis une hypothèse fascinante. Si un réacteur nucléaire souterrain fonctionnait depuis des décennies, même de faible puissance, son dégagement de chaleur constant aurait pu, au fil du temps, créer une bulle géothermique détectable, exactement comme celle observée. Mais sa découverte la plus stupéfiante concernait la sismologie. Finch a analysé des décennies de données brutes provenant des stations de surveillance européennes. Les agences officielles filtrent ces données pour ne garder que les événements significatifs. Mais dans le bruit de fond sismique, Finch a décelé un motif. « Ce que vous avez là, m'a-t-il écrit, est absolument extraordinaire. Dans un rayon de 10 km autour de votre point central, j'identifie des microséismes de magnitude 0,8 à 1,5, trop faibles pour être ressentis par l'homme, sauf dans des conditions de silence total et à proximité immédiate de l'épicentre. Ce qui est anormal, c'est leur régularité. Ils se produisent à des intervalles quasi parfaits. Toutes les 90 minutes durant la journée, du lundi au vendredi, avec une pause entre 12h00 et 13h30. La nuit et le week-end, la fréquence tombe à un événement toutes les 6 heures. Oh, Horace! Sa conclusion était sans appel. Ce ne sont pas des phénomènes naturels. La signature spectrale ne correspond pas à une activité tectonique. Elle est plus proche de celle générée par des explosions contrôlées de faible puissance ou par le passage d'un corps très lourd sur une voie souterraine. Un train, par exemple. Un train de métro lourd ou un convoi de marchandises. Les horaires coïncidaient avec une journée de travail classique. La pause de midi, l'activité réduite la nuit et le week-end. C'était la preuve irréfutable que la base n'était pas un vestige abandonné. Elle était opérationnelle, vivante. J'ai ensuite poussé l'analyse avec un ingénieur en génie civil en lui soumettant, toujours sous couvert de fiction, le cahier des charges d'une telle base. Autonomie de 5 ans pour 10 000 personnes, protection contre les impulsions électromagnétiques, IEM, source d'énergie, recyclage de l'air et de l'eau. Sa réponse fut sobre. C'est à la limite extrême de ce qui était possible avec la technologie des années 60-70. Mais ce n'est pas impossible. La principale contrainte n'est pas la technologie, mais le coût et le secret. Un tel projet aurait englouti un pourcentage significatif du budget de la défense pendant plus de 20 ans. Pour le cacher, il aurait fallu le noyer dans les budgets d'autres grands projets. L'argent pour creuser un tunnel militaire aurait été étiqueté comme étude géologique pour un barrage. Les systèmes de ventilation auraient été achetés via le programme de protection civile pour les abris anti-atomiques publics. C'est un puzzle logistique et financier d'une complexité inouïe. La base secrète sous les Alpes m'apparaissait désormais dans toute son ampleur. Non seulement une merveille d'ingénierie souterraine, mais aussi un chef-d'œuvre de camouflage bureaucratique et financier, un État dans l'État, avec ses propres horaires, son propre pouls sismique, invisible aux yeux du monde, mais dont le cœur battait sous la montagne. J'avais désormais les preuves techniques, géophysiques et humaines. Mais en assemblant ces pièces, j'attirais aussi l'attention, et l'ombre qui planait sur ce projet depuis un demi-siècle commençait à se tourner vers moi. Le rapport du Dr Finch et l'analyse de l'ingénieur en génie civil ont marqué l'apogée de ma phase de collecte d'informations. J'avais l'impression de tenir une vérité explosive entre mes mains. Une vérité qui, pensais-je naïvement, méritait d'être connue. C'est à ce moment-là que l'enquête a cessé d'être une exploration intellectuelle pour devenir une confrontation directe et silencieuse. Le premier signe fut subtil. Mon ordinateur portable,
sur lequel je centralisais toutes mes recherches dans des fichiers cryptés, a commencé à avoir un comportement erratique. Des fichiers se corrompaient, le micro s'activait parfois sans raison, la batterie se vidait à une vitesse anormale. J'ai d'abord pensé à un problème technique, mais un expert en sécurité informatique que j'ai consulté m'a confirmé la présence d'un logiciel espion sophistiqué, pas un malware commercial, mais quelque chose de sur-mesure, de qualité gouvernementale. Il m'a conseillé de ne plus utiliser aucun appareil connecté à Internet pour ce projet. Puis, les coïncidences sont devenues plus troublantes. Un jour, en rentrant chez moi, j'ai trouvé la porte de mon appartement non pas fracturée, mais simplement non verrouillée, alors que j'étais certain de l'avoir fermée à double tour. Rien n'avait été volé, mais des papiers sur mon bureau semblaient avoir été déplacés, puis remis en place avec un soin presque méticuleux. C'était un message clair. Nous pouvons entrer quand nous voulons. J'ai tenté de recontacter Frédéric, l'ancien colonel, pour lui faire part de mes découvertes. Son numéro ne répondait plus. Inquiet, j'ai fait le trajet jusqu'à son chalet près du lac de Thun. Les volets étaient fermés. Un voisin m'a appris que Frédéric était décédé 3 semaines plus tôt. Cause officielle: une crise cardiaque foudroyante lors d'une randonnée en solitaire. Il avait 85 ans, c'était plausible. Mais le timing était terriblement suspect. Il était ma source originelle, le premier à avoir brisé le silence. Sa mort créait un vide et un avertissement. La pression est de monter d'un cran lors d'un rendez-vous que j'avais sollicité, sous un prétexte anodin, avec un fonctionnaire du département de la Défense pour consulter des archives publiques. Après notre entretien officiel, alors que je rangeais mes affaires, un autre homme est entré dans la pièce. La cinquantaine, costume gris impeccable, allure affable, mais un regard d'une intensité d'acier. Il ne s'est pas présenté. Il s'est assis en face de moi et m'a dit, d'un ton calme et posé, « Monsieur, nous apprécions votre intérêt pour l'histoire de la construction nationale. C'est un sujet passionnant, mais certaines histoires, surtout celles qui touchent à la continuité de l'État, sont comme de vieilles munitions non explosées. Il est plus sage de ne pas creuser trop près. » Il n'a jamais levé la voix. Il n'a prononcé aucune menace directe. Mais il a ensuite fait référence à des détails très précis de mes recherches. Ma rencontre avec Hélène Bianchi, mes échanges avec un sismologue britannique, ma visite dans cette vallée reculée. Il savait tout. « Votre curiosité est légitime, a-t-il poursuivi, mais elle pourrait vous amener à tirer des conclusions erronées, à mélanger les faits et la fiction, ce qui pourrait nuire à des intérêts qui vous dépassent. Il y a des raisons pour lesquelles certains chapitres de l'histoire restent dans l'ombre, des raisons de sécurité qui sont toujours d'actualité. » Il s'est levé, a ajusté sa cravate. « Je vous conseille de vous trouver un nouveau sujet de roman. L'horlogerie suisse, par exemple. C'est bien moins profond. » Puis il est parti, me laissant seul dans la pièce silencieuse, le cœur battant la chamade. Ce n'était plus une menace, c'était un ordre. L'État, ou du moins une branche invisible de celui-ci, venait de me signifier la fin de la partie. J'étais confronté à un choix terrible. Publier ce que j'avais, avec le risque de voir mon travail discrédité, d'être poursuivi pour divulgation de secrets et de subir des conséquences personnelles que je ne pouvais qu'imaginer. Ou alors, me taire. Enterrer cette vérité, comme la base elle-même était enterrée sous la montagne. La peur a commencé à me gagner. Une peur froide, rationnelle. J'ai pensé à Frédéric, mort en randonnée. J'ai pensé à Hélène, que j'avais exposée en la contactant. Je n'étais pas un héros de film, j'étais un journaliste
qui était allé beaucoup trop loin. J'ai compris que je ne pourrais jamais ouvrir la porte de cette base. Mais le fait qu'on ait déployé tant d'efforts pour me faire taire était en soi la preuve ultime. Le silence assourdissant des autorités était plus éloquent que n'importe quel document. Face à un mur de silence et à une menace à peine voilée, j'ai compris que je ne pourrais jamais révéler cette histoire par les canaux traditionnels. Aucun grand média ne prendrait le risque de publier un récit aussi explosif sans preuves irréfutables, des preuves que je ne pourrais jamais obtenir sans mettre ma vie ou celle d'autrui en danger. La porte de la base, qu'elle soit de béton ou de secret, me resterait à jamais fermée. J'ai donc pris la seule décision qui me semblait juste, une solution de compromis entre la publication et l'oubli. J'ai passé des mois à compiler, anonymiser et crypter l'ensemble de mes recherches. Mes notes, les témoignages, les analyses du Dr Finch, les photos, les extraits d'archives. J'ai créé un dossier numérique complet, un data dump, que j'ai ensuite fait fuiter via plusieurs plateformes sécurisées à destination d'un petit consortium de journalistes d'investigation internationaux et d'organisations luttant pour la transparence. Je n'ai signé de mon nom, je n'ai revendiqué aucune paternité. J'ai simplement livré les pièces du puzzle au monde, en espérant que d'autres, avec plus de ressources et de protection, pourraient continuer le travail. J'ai ensuite effacé toutes les données de mes appareils, détruit mes notes physiques et coupé les ponts avec les quelques sources qui m'avaient aidé. J'ai déménagé, changé de numéro de téléphone. J'ai abandonné le journalisme d'investigation pour un travail plus calme, plus anonyme. Ma vie a repris un cours normal en apparence, mais quelque chose s'est brisé. Je suis devenu plus méfiant, plus attentif aux détails. Je surprends parfois mon regard à scanner les visages dans la foule, à chercher des signes, des regards qui s'attardent un peu trop longtemps. La peur ne m'a jamais complètement quitté. Alors, la base secrète sous les Alpes, mythe ou réalité militaire? Après toutes ces années, je peux affirmer ceci. Il y a bien une réalité d'une ampleur qui dépasse l'entendement. Il ne s'agit pas d'une simple base, mais d'un programme secret, d'une infrastructure de survie conçue à l'apogée de la folie nucléaire, un projet qui a mobilisé des ressources financières et humaines colossales pendant des décennies. Les preuves que j'ai rassemblées convergent toutes vers un même point. Un complexe souterrain gigantesque, probablement compartimenté en plusieurs sites interconnectés, doté de sa propre source d'énergie et qui, comme le suggèrent les relevés sismiques, maintient un certain niveau d'activité. Est-il encore pleinement opérationnel et occupé par des milliers de personnes? Probablement pas. La doctrine stratégique a changé. Il est plus vraisemblable qu'il soit maintenu en état de veille chaude par une équipe réduite, un peu comme un navire de guerre à quai, prêt à être réactivé en cas de crise majeure. Sa fonction a peut-être évolué. Centre de données ultra sécurisé, laboratoire de recherche pour des technologies sensibles, lieu de commandement de secours pour l'OTAN ou d'autres entités supranationales au-delà du seul cadre suisse. Les hypothèses restent ouvertes. Le plus grand mystère n'est finalement pas ce que la base contient, mais le silence qui l'entoure. Le fait qu'un secret d'une telle magnitude ait pu être gardé pendant plus de 70 ans dans une démocratie moderne est peut-être l'aspect le plus troublant de cette histoire. Cela nous interroge sur la nature du pouvoir, sur la part d'ombre que tout État conserve, même le plus transparent en apparence. Mon enquête s'arrête ici, à la lisière de la vérité. J'ai poussé la porte, mais je ne l'ai pas franchie. J'ai apporté ma pierre à l'édifice de la rumeur en lui donnant, je l'espère, le poids du réel. L'histoire complète,
La vérité ultime est toujours là, enfouie sous des kilomètres de roches et de secrets défenses. Elle attend peut-être qu'une nouvelle génération, avec de nouveaux outils, vienne la déterrer. Ou peut-être est-il plus sage, comme me l'avait suggéré l'homme en gris, de laisser certaines choses dormir dans les profondeurs de la terre. Parfois, en regardant les sommets enneigés, je ressens encore cette vibration sourde, ce pouls lent et régulier de la montagne.